La Cavernale, chapitre 7, page 92. Il parle enfin d'une voix pâteuse. « Ah bien! Ah ben! Alors! La visite? Oh, de la belle visite! Bon, je pensais que je rêvais tout éveillé. Quand j'ai entendu marcher, j'en croyais pas mes oreilles. Puis, j'ai entendu crier. Là, ça avait l'air vrai. Je me suis dit, André! Il change de ton. André! Ben, c'est moi, c'est André. André de Saint-André. Trouvez-vous ça drôle? Ben là, je me suis dit, André, il y a quelqu'un en haut. Je monte. Qu'est-ce que je vois? Des beaux petits gars, puis des belles petites filles. Bon, vous êtes pas des apparitions toujours. Il s'avance d'un pas mal assuré vers le groupe figé de compagnons. Ceux-ci n'ont pas eu le temps de placer un mot, ils n'en ont pas eu l'idée non plus, tant ils sont étonnés par l'allure et le discours du bonhomme. Celui-ci s'est approché de moi, et alors qu'elle ne s'y attend pas, il l'attrape par la taille et l'entraîne dans une danse. Bon, si on peut appeler ça une danse. Ça tient plutôt du tangage de deux passagers qui n'ont pas le pied marin. Moi, jette des regards furieux par-dessus son épaule. S'il n'était si surpris, les compagnons éclateraient de rire. Seth murmure à l'oreille d'Ariane. « Il est fou! » « Oh non, il n'est pas fou, » dit Ariane. « Il est complètement saoul. » Moi réussis à s'arracher des bras d'André. Il titube un moment, cherchant son équilibre. Finalement, il s'appuie au mur. Les menaçant de l'index, André demande aux compagnons. « Vous autres, vous êtes pas bien vieux pour vous promener tout seul dans la misère du monde? D'où c'est vous venez donc? » « Ça serait long à expliquer, » dit Ariane. « Ce qu'on voudrait d'abord, c'est appeler nos parents. On est pressés. Il nous est arrivé de choses graves et il faut qu'on parle à nos parents au plus vite. Est-ce qu'on peut se servir du téléphone qui est près de la caisse? » Le téléphone? Dit André. Bon, il n'y a plus de téléphone. Fini le téléphone. André fait de la main un grand geste qui lui fait perdre l'équilibre. Il tombe assis. Les compagnons contournent des caisses empilées et le retrouvent. Il est resté tranquillement par terre et il continue à parler pour lui-même. Fini le téléphone, fini la radio, fini la télé, fini tout. Ça sert plus à rien, toutes ces maudites patentes-là. Il fixe le vide d'un air absent. Les compagnons le regardent, ne sachant que penser. Soudain, André relève la tête et leur demande. « D'où c'est que vous sortez? Ah, dites-moi ça, les beaux enfants! D'où c'est que vous venez? » « J'ai dit tout à l'heure, » commence Ariane. « Oh, ça sert à rien. » Ariane se tourne vers les compagnons et dit. Il n'y a rien à en tirer. Tant pis, on va se passer de sa permission. Les compagnons retournent dans l'épicerie. Dans leur dos, André monologue. Le téléphone, bon, ça sert à rien. Fini. On m'appelait. André, c'est quoi les spéciales de la semaine? On m'appelait. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Moi réussis à s'emparer du récepteur. Elle fait une grimace et dit « Ah, je n'entends rien. Le téléphone, c'est mort. Je n'entends pas le Ça sert à rien de composer. Le téléphone ne marche pas. » Rogne lui prend l'appareil des mains, mais il est bien obligé d'en venir aux mêmes conclusions, non sans subir un regard furieux de la part de moi. Ils reviennent près d'André pour tenter d'en savoir plus long.
Mais, sur ces entrefaites, André s'est endormi. Rogne a beau le secouer, rien à faire. Comme pour narguer Rogne, André se met même à ronfler. Les compagnons le regardent dormir un moment, puis ils sortent de l'épicerie. Ils restent groupés au pied des marches, hésitants, ne sachant que faire. Les paroles d'André et le dérèglement du téléphone ravivent leurs inquiétudes, de même que l'air d'abandon que montre le village. Autour d'eux, les trottoirs et les cours sont vides. Aucune voiture ne circule dans la rue. Aucun son ne vient jusqu'à eux. Le village semble déserté comme une ville fantôme de film western. C'est étrange, comme tout ce qu'ils ont vécu depuis leur fuite sous la terre. Il y a longtemps que les compagnons ne vivent qu'entre eux. Il leur arrive d'avoir de la difficulté à se rappeler à quoi ressemble une vie ordinaire. Finalement, Rogne se détache du groupe et va frapper à la porte de la maison d'à côté. Moi et Niam, puis le reste du groupe, se dirigent vers des maisons. Ils ont beau sonner et toquer. Aucune porte ne s'ouvre. Les compagnons passent d'une maison à l'autre, tissant un réseau d'espoir. Mais tout ce va-et-vient s'avère inutile. Le village est vraiment désert. André semble être le seul habitant. Les compagnons retournent à l'épicerie. André dort toujours. Ariane descend à la cave d'où André était sorti, comme une revenant de sa tombe. Elle y trouve une installation dans un coin. Il y a un lit et une commode, une table et une chaise. Plus loin, près d'un évier, des accessoires de toilette. Le reste est occupé par l'entrepôt de l'épicerie. Suivi de près par Niam, Glou rejoint Ariane. Les autres ne tardent pas à descendre aussi. Ils examinent distraitement l'installation d'André. Ils sont découragés. Ils croyaient être arrivés au bout de leur peine, mais le mauvais rêve continue. Ils n'ont encore reçu aucune réponse aux 1000 questions angoissantes qui se posent. Ils sont toujours aussi isolés du reste du monde. Ils doivent continuer à ne compter que sur eux-mêmes. Rien ni personne ne vient alléger leur fardeau d'inquiétude. En arrivant au village, ils étaient sûrs de rendre contact avec des gens et de tourner la page de leurs aventures. Mais le répit n'est pas venu. Le mystère reste entier et toujours aussi menaçant.